Bonjour David. Bonjour Président. Ça va bien? Vous allez bien? Oui, ça va, oui. Alors dites-moi, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Eh bien, il va falloir que tu m'expliques un peu ce qui se passe au niveau d'Agrifaune et de la ferme pilote, puisque je dois en parler à la Fédération nationale prochainement. Je pense qu'il faut qu'on fasse appel à notre drone, on n'a pas le choix, parce que si vous n'avez pas beaucoup de temps, vous faire une visite de l'ensemble de la ferme, ça va être un petit peu long. Le mieux, c'est qu'on fasse appel au drone. D'accord. Alors, 10, 9, 8, 7, on va se connecter au drone. 5, On va le faire démarrer d'assez haut quand même, pour qu'on voit bien du dessus. Ah, ouais, c'est un petit peu haut là peut-être. On va peut-être redescendre à l'échelle de la Seine-Maritime. Il faut le temps qu'il descende. Il est un peu facétieux notre drone. On devine déjà bien. Bon là on arrive au-dessus de la fédération. Vous reconnaissez, voilà, on est juste devant l'entrée. L'idée à la limite ce serait de demander à Ludovic Dufour, l'exploitant, qui nous consacre un petit peu de temps pour faire une visite. Je ne sais pas s'il est à son bureau, on va essayer de voir s'il est là. Ah, il est là. Salut David, ça va? Salut Ludo, tu aurais 20-30 minutes à nous consacrer? On voudrait faire une petite visite de la ferme, si ça ne t'embête pas. Oui, il n'y a pas de problème. Faudrait que tu nous rejoignes, je suis avec le président de la fédération. Bon, écoute, il n'y a pas de souci, je me change et puis j'arrive. Tu me laisses 5 minutes et c'est parti. Bon super, c'est gentil, à tout de suite alors. Merci, à tout de suite. Allez. Bonjour David. Salut Ludo, c'est gentil d'être venu. Bonjour Président. Ça va bien? Alors Ludovic, c'est gentil d'être venu. Alors est-ce que tu peux nous présenter un petit peu l'exploitation, enfin la partie agricole de ton exploitation? Alors l'exploitation qui s'appelle la ferme du Thor est située à Belleville-en-Caux, au cœur de la Seine-Maritime. C'est une exploitation de 175 hectares sur laquelle on cultive des céréales, des pommes de terre, des betteraves sucrières et du lin textile. Cette exploitation est engagée depuis 2011 dans le programme Agrifaune avec le soutien de la Fédération des chasseurs de la Seine-Maritime. Et puis ça a consisté en différents aménagements que l'on va voir par la suite. Et puis on peut peut-être aussi faire un léger focus parce que voilà, tout ça est bien imbriqué sur la plateforme de compostage que l'on voit, dont on voit les bâtiments sur les images. Cette société s'appelle Fertiver, elle est composée de Grégoire, mon frère, et moi, et nous faisons du compostage de déchets organiques et déchets verts. D'accord. Bon là, ce qu'on va faire, c'est que on va demander à notre drone en fait de reprendre un petit peu de hauteur, et puis on va commencer un petit peu la visite du territoire Agrifaune. Puisque là, en fait, l'objectif au départ, comme tu l'as dit, on est arrivé en 2011. On souhaitait mettre en place déjà un diagnostic d'exploitation du territoire. Et on a regardé un petit peu déjà tes pratiques, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on pouvait mettre en place. Donc on a regardé un petit peu tes cultures, la taille des parcelles, les rotations que tu mettais en place. Comme tu le disais, il y a du lin, il y a du colza, il y a des céréales. Donc déjà, on a fait vraiment une bonne lecture du paysage et puis on a commencé à travailler sur l'exploitation. Donc d'abord on regarde l'assolement, parce que c'est quand même important. On voyait quand même qu'il y avait des gros blocs de parcelles, donc avec le petit bosquet qui se trouve à l'est de l'exploitation. Ensuite on a regardé les alternances culture d'hiver, culture de printemps, puisque pour nous c'est important, notamment pour les cultures intermédiaires. On a remis aussi les axes de ruissellement. Ensuite, nous, ce qui nous intéresse chasseurs, c'est la surface utilisable par la perdrix grise. Donc, on voit qu'il y avait une grosse surface non utilisable par la perdrix grise. Donc, ça, c'était vraiment un focus important. Et puis, on a fait des propositions d'aménagement. Comme tu le disais, on a essayé de mettre en place des choses. On a proposé des choses à mettre en place. Et puis, voilà, on est arrivé sur un plan d'aménagement. Donc, ce qui est intéressant, c'est que on a tout mis en place avec toi quasiment. Oui, alors c'est vrai que ça a été un travail très intéressant sur la durée, et puis aujourd'hui on peut commencer à mesurer les résultats. Alors ce que je vous propose, c'est qu'on rencontre notre premier intervenant, qui est Bastien Langlois de la Chambre d'agriculture.
Donc tiens, le voilà d'ailleurs en voiture. Bonjour Bastien, qu'est-ce que tu fais sur l'exploitation aujourd'hui? Eh bien aujourd'hui je suis venu faire un petit tour de terrain, voir un peu la bande de saule que vous voyez là. Je suis venu voir un peu les repousses parce qu'on a récolté la bande il y a 1 mois et demi déjà. Et donc là je vois que ça repart pas mal à cet endroit-là. Et c'est quoi le type de bande sur lequel tu es? C'est une bande de saule, donc une bande de taille, très courte rotation de saule. Des saules qui sont plantées en 4 rangs avec un espacement de 1,50 m entre 2 rangs, entre 2 doubles rangs on va dire, et donc avec un espacement sur le rang de 60 cm. Et l'objectif c'est que ça puisse pousser et repartir du pied en plusieurs tiges avec une moyenne de 10 à 15 tiges par pied. Et comment on appelle ce type de bande dans le jargon agricole? La dénomination exacte de ces bandes de saule, c'est donc les bandes lignocellulosiques. C'est l'ensemble des bandes qu'on plante sur un territoire agricole, avec différentes espèces, donc du saule, du miscanthus, du peuplier, du switchgrass, qu'on va pouvoir positionner à des endroits bien stratégiques pour lutter contre l'érosion et puis améliorer la biodiversité, améliorer le paysage. Alors comment est venue l'idée de développer ce type de bande et qu'est-ce que ça amène à l'exploitant? Donc à l'origine, les bandes lignocellulosiques, c'est la chambre d'agriculture de Seine-Maritime qui a développé ça. On a réfléchi en fait à un dispositif permettant de lutter contre les ruissellements, mais à la fois que ça soit rentable pour les agriculteurs. Parce qu'en fait, il y a des aménagements tels que les bandes enherbées ou les qui ne permettent pas vraiment d'avoir une rentabilité. Et nous, on a voulu valoriser le territoire agricole en mettant en place donc des bandes comme ça et en permettant de limiter les problèmes d'érosion et de ruissellement. Ok, donc comment ça fonctionne? Comment on les implante? Quand? Où? Et avec quel type d'outils? Donc on est sur une bande de saule qui est plantée généralement courant avril ou courant mai, avec une planteuse spécifique qu'on a achetée en fait à la chambre d'agriculture. On a un opérateur sur la planteuse qui en fait alimente la planteuse avec des boutures qui font 2,50 m environ de hauteur. Et puis au fur et à mesure de l'avancement du tracteur, on plante un double rang espacé de 75 cm et les boutures en fait de 2,50 m viennent être alimentées dans la planteuse et la planteuse les coupe en tronçons de 18 cm qui sont plantés directement en terre. Et donc le saule en fait repart de cette bouture là pour faire 1 à 3 tiges la première année et puis 10 à 15 tiges par la suite. Alors Bastien, petite question piège dans une visite, tu sais on va te poser la question, est-ce qu'on utilise des phytosanitaires? Alors oui, on va utiliser des produits phytosanitaires en fait pour l'entretien parce que en fait l'entretien des saules c'est la première année, c'est une question primordiale. On va dire que c'est ça qui va être déterminant pour la suite. En fait, on va devoir utiliser un désherbage en prélevé anti-germinatif qui va vraiment limiter la germination des adventices et éviter que la bande se salisse trop pour trop concurrencer les saules. Et c'est vraiment la première année qui est problématique. Donc on va avoir un petit désherbage en première année. Un entretien aussi entre les rangs avec un broyeur dans l'idéal ou un tracteur tondeuse éventuellement comme avait fait Ludovic sur la bande. Et puis l'idée c'est de pouvoir continuer à entretenir si les adventices poussent trop avec un broyeur, mais ensuite on ne pourra plus intervenir chimiquement dès lors que les saules sont partis, quoi. Ok, alors dis-moi, on les récolte comment les BLC? Parce que là, il ne reste plus rien, vous avez utilisé quel type de machine? Donc oui, c'est ça. Donc en fait, là, il y a plus rien. Si vous étiez passé il y a 1 mois, en fait, il y avait juste les souches qui restaient sur place. Et en fait, là, le saule repart du pied. Donc on utilise en fait une tête de récolte qui est attelée sur un tracteur et qui vient en fait prendre le double rang en fait en un seul passage et qui vient couper au ras au pied de
des saules en fait à 20 cm en gros du sol et qui vient tirer les branches en fait, qui les coupe et qui les tire et ensuite qui crée de la plaquette en fait du bois déchiqueté qui part ensuite en chaufferie. Alors explique-moi justement comment vous gérez le débouché de ce type de plaquette. Donc en fait la plaquette elle est soit elle est déposée suite à la récolte en fait, elle est déposée sur une plateforme et puis ensuite elle est rechargée à peu près environ 1 mois ou 2 mois après. Donc ça fait un petit temps de séchage ou pas. Et ensuite ça part en chaufferie, chaufferie automatique qui permet de chauffer différents bâtiments ou des logements collectifs qu'il y a à proximité de la chaufferie en fait. Et au niveau financier, c'est intéressant pour les exploitants? Alors au niveau financier, il y a forcément un investissement de départ, hein, puisque la plantation représente un coût, pour le saule notamment, un coût de 1 800 € à peu près à l'hectare. Donc bouture plus planteuse. Et puis ensuite, on a des petits coûts d'entretien, comme je vous disais tout à l'heure, sur le broyage ou sur le désherbage. Mais au final, on va avoir quand même une rentabilité pour l'agriculteur au moment où il va vendre sa production. Donc à la chaufferie, on va être sur des rentabilités de 7 à 800 € par hectare environ, quoi. En comparaison avec une culture, on va être à une rentabilité un peu moindre, mais par rapport à un aménagement qu'on ne va pas rentabiliser ou par rapport au coût environnemental que ça représente, c'est quand même très important. Alors je sais que c'était pas l'objectif de départ, mais nous les chasseurs, on suit un peu l'intérêt faunistique de ces bandes. Ça intéresse les chasseurs de petits gibiers notamment. Ton avis sur cet enjeu faunistique de ces bandes? C'est vrai que le premier objectif qu'on a visé dans le cadre de ce programme de développement des BLC, c'est forcément de lutter contre l'érosion, mais on voit bien que c'est des bandes qui proposent en fait un couvert même pendant l'hiver. Pour le gibier, c'est à mon avis vraiment intéressant. Moi, à chaque fois que je viens sur le territoire, je vois toujours un peu des perdreaux ou des faisans, et c'est vrai que c'est intéressant, notamment les saules par exemple. Après la moisson, les céréales sont récoltées, les parcelles sont nues. On voit une compagnie de perdreaux dans les saules, et dans la bande de miscanthus par exemple derrière, en plein hiver, c'est pareil, les sols sont assez nus, il n'y a pas de refuge pour les gibiers, et le miscanthus permet d'avoir du refuge pour les perdrix notamment. Et pour finir, tes conclusions sur ce partenariat avec Ludovic, Grégoire et puis la Fédération des chasseurs? Alors oui, du coup, au niveau du partenariat, on travaille avec les frères Dufour, donc Ludovic et Grégoire, et on a toujours une bonne entente. Ils sont assez à l'écoute de ce qu'on peut demander au niveau des pratiques, au niveau de ce qu'il y a à faire sur les bandes, et il n'y a pas de souci particulier. Et puis on fonctionne aussi avec la Fédération des chasseurs qui est juste à côté, ce qui permet aussi pour eux d'avoir une vue sur ce qui se fait aussi sur le territoire pilote, et ça marche plutôt pas mal, oui. Merci Bastien pour toutes ces explications. Bonne journée à toi et à bientôt. Merci bien, à bientôt. Salut. Salut. Alors Ludo, ton impression sur ce qu'on vient de voir? Là, vous avez pu voir au travers des images quelques séquences à différentes périodes, donc de la récolte, de la repousse même, au bout de quelques semaines. C'est maintenant des aménagements très efficaces. D'accord, bon super. On va essayer de continuer la visite. On va découvrir une machine, une rogneuse à haies, qui est maintenant sur l'exploitation depuis un petit moment. Donc ça te facilite bien les choses pour l'entretien. Je vais dire que c'est même un élément indispensable maintenant pour pouvoir entretenir ces haies que nous avons mis en place depuis 2011. Et c'est un gain de temps, une efficacité redoutable, et qui donne tout à fait une complète satisfaction sur, comme on peut le voir sur ces images, sur la qualité du travail. Puis vous voyez, Président, l'important pour les exploitants, si on veut les convaincre, c'est que leur contrainte, c'est l'entretien des haies. Donc si on veut qu'ils mettent plus de haies pour notamment le petit gibier de plaine, faut qu'on les aide un petit peu aussi, qu'on les soutienne sur l'entretien des haies, c'est quelque chose d'important. Donc là, cette machine, l'avantage qu'elle a, c'est qu'elle coupe les 3 côtés de la haie en même temps.
Donc ça c'est quand même vachement pratique. En un seul passage, on fait quasiment 1 km à l'heure. Donc c'est quand même un gain de temps pour toi, c'est quand même assez efficace. Donc, en plus c'est des disques interchangeables, donc des fois même quand on a des branches un peu plus importantes, c'est quand même très intéressant. Donc on a une coupe bien nette, au niveau sanitaire pour la haie c'est quand même intéressant. C'est vrai que ça fait un abri en plus pour la petite faune de plaine. À côté de ça, nous on vient y mettre quelques agrès noirs justement pour l'hiver, pour aider un petit peu les perdrix, les faisans à passer cette période-là. Donc c'est quand même un outil intéressant à développer au niveau des... Non mais c'est vraiment, ça a révolutionné un petit peu cet entretien du paysage. Au final, c'est un peu ça aussi, hein, c'est que ça nous permet de pouvoir entretenir beaucoup plus facilement nos haies et par-delà le paysage, quoi. Alors là, on voit en plus que quand on la redéveloppe, on peut couper un seul côté et le dessus en même temps. Donc ça, c'est quand même intéressant. Alors, dans nos mélanges, on a mis des essences à baies et à fruits. Comme ça permet justement aux petits gibiers de plaine, notamment par exemple aux grives, aux merles, de se servir des baies pendant l'hiver. Donc c'est une source de nourriture, une source de refuge autour de ces buissons-là, quoi. Voilà. Et là, on voit justement nos postes d'agrès noirs qu'on a mis en place, qui servent toute l'année aux faisans et puis aux perdreaux. C'est très visité. C'est très visité, ouais. Oui, il y a quand même beaucoup de monde qui vient se servir en blé sur la ferme. Et là, on voit bien que quand les branches repoussent, ça y est, voilà, on a quelque chose d'assez dense, ça se densifie. Le fait d'avoir une bonne taille, ça permet justement à l'arbuste de bien se former, puis d'avoir quelque chose justement qui remplisse bien l'ensemble de son rôle, quoi. On a les deux périodes et on se rend mieux compte. Alors, Alain et Ludovic, ce que je vous propose, c'est de rejoindre Jordan Daniel, qui est technicien à la fédération, qui est en train d'encadrer un chantier de plantation à la limite du territoire. Alors, salut Jordan, c'est quoi le but de l'opération aujourd'hui ? Le but de l'opération, là, ici, c'est de planter des îlots arbustifs entre les deux parcelles. Donc, notamment sur l'aspect érosion-ruissellement, là, on a un ou deux buissons qui sont implantés sur des passages d'eau pour lutter contre le phénomène d'érosion-ruissellement. Donc on a calé des buissons prioritairement dans ces passages d'eau-là pour limiter le ruissellement. Et ensuite on s'est calé au niveau de la plantation sur un buisson environ tous les 75 mètres. Là on travaille sur une bande de 600 mètres de long entre deux cultures, donc qui séparent deux propriétaires différents. Donc on est à cheval en fait entre le territoire pilote des Dufour et les exploitants et chez Baptiste Stalin en fait, qui est l'exploitant bordant. Donc on plante en mitoyen là. Donc c'est déjà un bel effort parce qu'on commence à étendre les aménagements dans le secteur chez d'autres propriétaires bordants, quoi. Alors j'ai vu que tu n'étais pas seul, là Jordan, tu es accompagné de plein de jeunes, ils viennent de où ces étudiants ? Alors aujourd'hui on plante avec le lycée Jean Rostand, donc on a une vingtaine d'étudiants aujourd'hui, donc ils viennent nous prêter main forte pour aménager cette plantation en linéaire d'îlots arbustifs. Alors tu as expliqué l'aspect érosion des aménagements, est-ce que l'on atteint le même objectif avec l'aspect faunistique ? Alors exactement, l'objectif est le même. Alors on crée des éléments fixes dans le paysage qui dans les années à venir vont être très intéressantes pour le petit gibier parce qu'entre chaque îlot arbustif, on va venir semer un mélange pour former une bande enherbée entre chaque îlot. Donc on aura tout un élément fixe linéaire dans le paysage. Et l'idée, c'est ensuite, sur chaque buisson qu'on est en train de planter aujourd'hui, d'y apposer un agrès noir à côté pour qu'il reste dans le temps implanté le plus longtemps possible, quoi. Si on l'implante à côté de l'aménagement, il va perdurer dans le temps. C'est le principe qu'on a. Et ensuite, ça va créer des repères pour le petit gibier très intéressants, ces buissons-là, en termes d'abri, d'alimentation, etc., quoi. Merci Jordan, et puis bon courage pour la plantation alors. Bon c'était quand même intéressant là ce qu'ont planté les élèves du lycée là. Oui, et puis en fait on ne s'arrête pas. C'est toujours un chantier sur la durée, et c'est-à-dire qu'il y a toujours des aménagements qui se font sur cette exploitation. Donc là on voit, je crois que c'est ton frère, c'est Grégoire qui exploite avec toi sur le territoire. Je pense qu'on va lui poser la question de savoir qu'est-ce qu'il est en train de semer là. Parce qu'à mon avis, on voit qu'il y a la petite bande de switchgrass.
À mon avis, il va nous remettre quelque chose en place, j'ai l'impression. On avait prévu de replanter cette année des cultures, des plantes mellifères pour essayer de changer un petit peu le biotope du secteur. Bon, voilà, on va l'accueillir et puis on va voir ce qu'on va voir avec lui. Bonjour Grégoire, comment ça va? Bonjour à tous. Alors nous sommes avec Ludovic qui est le président, là, on est en pleine visite de la ferme pilote. On voudrait savoir un petit peu comment ça se passe. Alors là, pour toi, c'est un peu le temps idéal pour bosser ce matin. Impeccable. Le temps idéal. Alors, qu'est-ce que tu veux nous semer ce matin? Bon, alors là, on est en train de semer une bande de jachère faune sauvage, un mélange avoine, chou, sarrasin. Alors à côté du switchgrass, ça va être top, ça permet de faire le complément du couvert avec des graines. Encore une fois, on voit bien que nos aménagements sont pas en opposition, mais en complémentarité en fait. Ben, comme tu le disais, un peu la complémentarité des espèces semées ici. On a du switchgrass, des saules un peu plus loin, du miscanthus en bas. Le petit mélange, là, faune sauvage, à mon avis, va être impeccable. Pour les oiseaux, c'est surtout eux qui vont être concernés par le petit aménagement là qu'on va faire. C'est un aménagement qui va nous durer l'été, l'automne, largement. Et puis, où on va retrouver nos faisans, nos perdreaux, je pense, une grosse partie de l'année ici. De toute façon, après, on a nos cultures derrière, blé, qui proposent aussi un bon petit restaurant pour les animaux, donc ça complète l'ensemble. Et ça te prend combien de temps, toutes ces bandes à l'année, ça doit être du travail? L'implantation a pris beaucoup de temps, il y a eu beaucoup de préparation. Il y a eu des déconvenus qui nous ont fait passer du temps et nous gratter la tête. Aujourd'hui, maintenant que tout est en place, moi j'aurais envie de dire à peu près une douzaine d'heures de travail sur une année. 12-15 heures. Réparties sur l'année, évidemment. Hein. C'est pas 12 heures d'affilée. Hein. Et tu vois ça comme une contrainte? Non, aujourd'hui, elles sont placées. On a fait ça maintenant il y a déjà un moment. Aujourd'hui, elles agissent positivement sur l'ensemble parce que on y trouve de plus en plus de bénéfices. Celle-ci ou les autres, celle-ci, c'est plutôt son objectif est plutôt pour les animaux, mais le saule, le switchgrass et le miscanthus aujourd'hui peuvent être récoltés. Ça devient une production à part entière avec la valorisation qui va avec. Aujourd'hui, ce ne sont plus des contraintes. Les aménagements maintenant, aujourd'hui, je ne sais pas comment on ferait sans. Et aujourd'hui, au niveau érosion, ça a réglé les problèmes? Alors ça règle les problèmes sur l'exploitation, ça les a réglés. Mais dès la première année d'implantation, je crois que ceux qui en parlaient le mieux, c'était nos voisins, qui avaient plus de terre à ramener dans les ravines créées par le ruissellement et l'eau. Et c'était eux qui en parlaient le mieux, en nous disant très vite, plus de trous à boucher, plus d'eau qui circule dans nos parcelles. Donc le problème érosion et ruissellement, je pense que c'est la première chose qui a été réglée. Alors je sais que toi tu chasses un petit peu. Qu'est-ce qui te plaît de toi en tant qu'exploitant dans ces aménagements? Déjà le coup d'œil du paysage. Aujourd'hui on a quelque chose qui est un petit peu plus intéressant à regarder que parfois que des parcelles de blé en continu, bien qu'elles aient leur caractère, et qu'on a un assolement assez diversifié, mais compléter des arbres et puis des aménagements, des bandes enherbées, de cette bande qu'on est en train de créer, ça donne quand même un autre coup d'œil au paysage. Alors là, une question simple, et si c'était à refaire? Aujourd'hui, on le referait, peut-être différemment. On continue à le faire. Cette année, on a encore replanté 280 mètres linéaires de haies en continu. On a repositionné des îlots un petit peu plus sur notre gauche. Là, sur 600 mètres, on a dû repositionner 6 îlots. On continue à en faire.
Aujourd'hui, j'ai envie de dire, on essaye de sensibiliser un peu notre voisinage, ça fonctionne. Et puis, je pense que oui, l'idée, ça serait de dire, on repositionne entre 100 et 200 mètres tous les ans de haies, sous n'importe quelle forme. On est prêt à tout faire. Mais oui, on continue, oui. D'accord. Et aujourd'hui, au niveau machinisme, comment tu gères? Ça s'est fait assez facilement parce que dès le départ, on a été équipé de GPS. Tout a été placé justement avec nos lignes de SMI GPS. En fait, les bandes n'ont jamais changé de place et ça nous a permis de continuer à cultiver comme la première année où on a mis en place. On est toujours dans les mêmes lignes, dans les mêmes parcelles. Et puis, c'est intégré dans tous les boîtiers de nos matériels, donc ça n'a jamais posé de problème. Merci Grégoire, et puis à très bientôt alors. Bon, eh bien, bonne journée à tous. Merci d'être venus vous promener sur la ferme pilote. Alors, Président Ludo, qu'est-ce que vous en pensez du discours de Grégoire? C'est quand même hyper positif. Mais oui, parce qu'on s'aperçoit quand même qu'on n'est pas sur du court terme, c'est qu'il y a un engagement qui a été pris pour continuer à faire des aménagements. Et ça permet de dire aussi, pour ceux qui ne le sauraient pas, que ce projet qui a été monté en Seine-Maritime s'allie en même temps avec la problématique du ruissellement. Ce qui nous permet sur ce même projet d'avoir Agrifaune en ce qui concerne les parcellaires et la lutte contre le ruissellement avec un gros partenaire notamment dans notre département qui est l'agence de l'eau, puisque on a réussi à mettre avec cette agence ce partenariat et on explique bien maintenant au niveau du monde agricole ce qui peut être mis en place pour éviter cette perte de limon avec notamment les fortes précipitations qu'on a de temps en temps chez nous. C'est pour ça que chez toi on a mis aussi une fascine parce que ça permet aussi de régler quelques problèmes ponctuels d'érosion, de coulées boueuses. C'est un ensemble. Voilà, c'est un ensemble d'aménagements. Donc là par exemple on a la fascine qu'on avait mis en place en 2012, donc elle a bien poussé, on voit bien que ça s'est développé, c'est des fascines vivantes, ça permet aussi d'avoir un abri, ça sert également d'abri pour le petit gibier de temps en temps. Donc c'est vrai que c'est un ensemble d'aménagements, tout est complémentaire, quoi. Donc là, ce que je vous propose, c'est de retrouver Aurélie. Aurélie, c'est notre service civique qui s'occupe notamment de relever des pièges à insectes. On va aller voir ce qu'elle est en train de faire. Je vois je l'aperçois là dans la bande enherbée. On va se rapprocher un petit peu, essayer de l'embêter un peu pour lui poser quelques questions. Je crois qu'elle est au milieu de la bande enherbée là. Voilà, on se rapproche d'elle. Bonjour Aurélie. Bonjour. Alors Aurélie, on est en visite sur la ferme pilote, on a Ludovic et puis le président avec moi. Est-ce que tu pourrais te présenter et expliquer ton rôle ici? Aurélie Flessiel, et je suis en service civique à la Fédération des chasseurs de Seine-Maritime pour une mission de 8 mois. Et mon rôle ici est de travailler sur l'OAB. Alors c'est quoi justement l'OAB? L'OAB, c'est l'Observatoire agricole de la biodiversité. C'est un programme mis en place par le Muséum national d'histoire naturelle à l'échelle de la France. L'objectif est de mieux connaître la biodiversité ordinaire en milieu agricole, son évolution et les liens avec les pratiques culturelles. Le principe, il est simple, c'est de proposer des protocoles simplifiés et standardisés aux agriculteurs volontaires et aussi aux acteurs du monde agricole intéressés. Ok, et alors tu suis combien de groupes et combien de protocoles? L'OAB propose 4 protocoles. Il y a le nichoir à pollinisateurs, le transecte papillon, les placettes à vers de terre et les planches à invertébrés terrestres. En supplément, la Fédération des chasseurs de Seine-Maritime met 2 protocoles en plus. Il y a le piège barbeur pour le suivi des carabes et la cuvette jaune pour le suivi des cirfes. Et rapidement, c'est quoi les méthodes de ces protocoles? Pour les vers de terre, on met en place des placettes d'1 mètre carré dans la culture et on verse par-dessus un mélange d'eau et de moutarde. La moutarde contient un agent irritant qui va permettre aux vers de terre de remonter en surface. Et après, il suffit de récolter les vers de terre. Pour le transecte papillon, il suffit de marcher 10 minutes en bordure de parcelles et de compter, d'identifier les papillons qui sont autour d'observateurs. Pour le nichoir à pollinisateurs, il faut poser 2 nichoirs composés de 32 tubes en carton en bordure de culture. Et ensuite, il suffit d'observer tous les mois s'il y a la présence ou non d'opercules, sachant qu'un opercule indique qu'une abeille a fait son nid dans le tube.
Et c'est quoi l'intérêt pour la ferme alors? Et sur la ferme pilote, l'intérêt de mettre en place ces protocoles va permettre d'acquérir des données sur la biodiversité faunistique, sur les aménagements mis en place, dans le but de savoir si ces éléments fixes ont un intérêt pour la petite faune du sol. Et tu suis quels aménagements? Donc au total sur cette ferme-là, je suis 5 aménagements. Donc en plus de cette bande enherbée, je suis le TTCR sol, le TTCR peuplier, une bande de miscanthus et la bande de switchgrass. Et tu peux nous donner quelques résultats à la volée comme ça? Ce suivi a été réalisé en 2012, 2013, 2014 et cette année. Pour l'ensemble des espèces, les résultats montrent une abondance plus importante dans le miscanthus que dans les autres aménagements. 2017 est la première année de suivi pour la bande de switchgrass et les résultats semblent tout autant prometteurs que pour la bande de miscanthus, notamment en termes de diversité. Après, les résultats sont très variables d'une année à une autre. Par exemple, en 2013, il y a eu plus de 16 000 carabes identifiés contre moins de 8 000 en 2012 et en 2014. Ok, merci Aurélie et bravo à toi. À bientôt. Merci à vous et une bonne journée. Bonne journée. Là, c'était quand même super intéressant ce que nous a montré Aurélie. Alors en plus, on voit bien qu'on ne travaille pas que sur les espèces gibier, Président. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, c'est intéressant parce qu'on voit que tous ces aménagements, on pourrait croire que, puisque c'est fait par les chasseurs, ce n'est que pour les espèces gibier chassables. Alors là, on s'aperçoit que tout ce qui est mis en place, qu'il s'agisse des haies, qu'il s'agisse des bandes enherbées, etc., ça profite à toute la biodiversité. Donc c'est quand même un atout important en ce qui concerne les aménagements de ce territoire. Donc là, je pense que vous avez pas mal d'éléments là, à proposer à la Fédération nationale. Je pense à la Fédération nationale, mais surtout à mes collègues dans les fédérations départementales, qui j'espère vont s'inspirer de cette expérience pour développer ces aménagements en plaine, parce qu'on sait qu'aujourd'hui, le petit gibier a du mal à exister dans certaines plaines, et l'expérience de Ludovic et de son frère montre que tout est possible et que rien n'est jamais perdu en ce qui concerne le petit gibier. Alors là, la visite se termine, on revient vers la fédération, justement vers le siège de la fédération à Belleville-en-Caux. Comment on peut conclure cette visite justement, Président? D'abord, dire qu'on a beaucoup de chance ici en Seine-Maritime d'avoir cette ferme pilote juste à proximité, ce qui facilite au niveau la tâche de nos techniciens, puis surtout avoir la famille Dufour qui souscrit et qui valide toutes nos expériences que l'on fait en termes d'aménagement. C'est une ferme pilote, mais c'est une vitrine aussi pour le département, puisqu'il existe régulièrement des visites pour le monde agricole, voir ce qui a été fait, ce qui marche peut-être moins bien, mais là au moins on a une expérience concrète à présenter au public. Bon, merci à vous deux d'avoir suivi cette visite, et puis je vous dis à bientôt. À bientôt.